Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christophe Barrault pour l'interview éco. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Market Securities et que par ailleurs vous êtes également considéré par vos pairs comme le meilleur prévisionniste du monde. Bravo, félicitations. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler inflation puisqu'il semble que les craintes liées au variant Omicron se dissipent et que désormais les investisseurs aient de nouveau en ligne de mire les niveaux d'inflation importants dans les principales économies mondiales. Et ma première question tourne autour d'une intervention de Michel-Édouard Leclerc qui hier nous a dit que potentiellement il s'attendait à une inflation de l'ordre de 4% en 2022. Et pour s'appuyer sur cette prévision-là, il se base sur l'évolution des prix de l'énergie et l'évolution des prix des céréales. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Est-ce que c'est un niveau d'inflation qui vous semble atteignable ou pas? Alors après, ça dépend si on parle de la France ou de l'Europe, mais globalement, on sait qu'on a des poussées inflationnistes récentes. On sait très bien que les prix de l'énergie vont rester élevés, donc prix de l'énergie, prix du gaz naturel, prix de l'électricité. Donc on aura forcément un effet de base positif important, au moins la première partie de l'année 2022. On a aussi des tensions sur tout ce qui va être prix de l'alimentation, prix de l'essence, même si ça peut se tempérer un petit peu dernièrement avec le repli des prix du pétrole. Mais globalement, on est effectivement sur des tendances un petit peu plus agressives sur l'inflation à court terme. Après, on peut quand même espérer que sur la deuxième partie de 2022, on ait une sorte de retracement, donc post-effet énergie, et un marché de l'emploi qui peut aussi se normaliser petit à petit au fur et à mesure que l'épidémie soit de plus en plus sous contrôle. D'accord, parce qu'effectivement l'inflation, finalement, la variable la plus importante qui est corrélée au niveau de l'inflation, c'est l'évolution des salaires finalement. Alors l'inflation corps, effectivement, elle est vraiment dépendante de l'évolution des salaires. Alors on a eu des petites tensions salariales, mais pour l'instant, que ce soit sur la France ou que ce soit sur l'Europe, on reste sur des rythmes relativement, je dirais, stable, peut-être une légère accélération par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes, mais rien d'excessif aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc on vient de faire un point là sur l'inflation en Europe, on va basculer aux États-Unis. Les États-Unis qui publient demain une information sur leur inflation, sur les niveaux d'inflation justement. Le consensus s'attend à une inflation en hausse. Est-ce que ça pourrait inciter Jérôme Powell à accélérer son tapering? J'ai vu que sur vos comptes Twitter, vous estimez que cette fin de tapering pourrait intervenir courant 2022, courant premier semestre. Est-ce qu'on reste sur ces niveaux d'anticipation, Christophe? Alors, nous, on anticipe un chiffre qui sera peut-être légèrement au-dessus du consensus, donc ce qui nous ramènera sur une variation annuelle proche des 7%. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on a observé ces derniers mois, avec une inflation qui a tendance à surprendre à la hausse et qui pourrait rester extrêmement soutenue au moins jusqu'à la fin du premier trimestre. Et dans ce contexte-là, on sait que Jérôme Powell, via ses derniers discours, a remis un petit peu l'inflation au centre des préoccupations. Et donc ce qui renforce un petit peu l'idée que la Fed va probablement annoncer donc la semaine prochaine une accélération de son rythme de ralentissement des achats d'actifs. Donc plutôt que de réduire de 15 milliards, on passerait vraisemblablement sur 30 milliards. Et donc des programmes de rachat d'actifs qui convergeraient vers zéro, on va dire à la fin du premier trimestre ou au pire des cas au tout début du deuxième trimestre, ce qui ouvrirait aussi la voie à une première hausse de taux dès le mois de juin 2022. D'accord, donc c'est très intéressant ce que vous me dites. Ça veut dire que vous anticipez donc une inflation de l'ordre de 7% à peu près, plus ou moins. Pour le chiffre qui sera publié pour le chiffre qui sera publié demain. Et donc une augmentation du rythme de rachat de la Fed, de ces rachats d'actifs, donc passant de 15 à 30 milliards. C'est du x2. Donc, exactement, ouais. Ok, très intéressant. On va revenir en Europe avec Christine Lagarde qui hier a pris la parole, qui reprendra la parole je crois demain ou la semaine prochaine, mais qui donc en tout cas nous explique que potentiellement il n'y aurait pas de hausse de taux avant 2024. Est-ce que ça vous semble, alors qu'on est en train de voir que les niveaux d'inflation devraient être importants en France et en Europe, est-ce que ça vous semble logique selon vous? Est-ce qu'on pourrait quand même anticiper malgré tout une remontée des taux courant 2023, 2024? Est-ce trop loin selon vous, Christophe? Alors, 2024, ça me semble un petit peu loin aujourd'hui étant donné le contexte. Après, se dire que 2022 ce sera une année
blanche en termes de taux d'intérêt, ça me semble cohérent parce que on peut très bien imaginer que l'inflation, je l'ai dit auparavant, retrace sur la deuxième partie de 2022 et surtout que le marché du travail en zone euro a un décalage par rapport au cycle américain. On a déjà ce décalage en termes de croissance, mais c'est surtout un marché du travail qui est beaucoup moins flexible. Donc on peut imaginer que les hausses salariales restent contenues sur cette période-là. Mais après, si la croissance repart sur des niveaux au-dessus de ce qu'on a connu pré-Covid et qu'il y a une certaine stabilisation sur l'inflation au-dessus des 2%, on peut imaginer que 2023 et même début 2023, si les États-Unis par ailleurs entament leur phase de relèvement de taux, il y aura la place pour le faire début 2023. Début 2023, donc 2024 semble être un peu éloigné. Exactement. On revient en France, vous parlez du marché de l'emploi, on va parler croissance PIB, puisque donc la Banque de France a publié hier ses anticipations de croissance pour l'exercice 2021, elles sont de 6,7%. Ce matin, on a vu que les créations d'emplois étaient dans une tendance haussière, une bonne tendance. Du coup, est-ce que donc, ce niveau de croissance de 6,7% serait synonyme de ralentissement sur 2022? Est-ce qu'on retournerait sur des niveaux moins importants, plus admissibles d'une certaine façon? Alors on est effectivement sur 2021, une année un peu exceptionnelle donc pour la France mais aussi pour la zone euro. On peut quand même souligner que sur la France, il y a eu des bonnes surprises, y compris sur le quatrième trimestre, que ce soit les chiffres d'octobre, que ce soit les chiffres de novembre, une certaine résilience par rapport aux autres pays européens, et donc ce qui donnerait un chiffre probablement aux alentours de ces 6,7%. Après, logiquement, en 2022, on aura des effets de base moins positifs et on aura un début de normalisation et une convergence lente vers les potentiels de croissance de long terme qui sont beaucoup plus faibles. Après, on peut estimer qu'un chiffre de l'ordre de 4%, même s'il y a des restrictions, donc début d'année, qui pèsent probablement au premier trimestre, et un flottement au deuxième trimestre dû aux élections. Globalement, un chiffre de 4% pour 2022 ou quelque chose qui s'en approche reste acceptable compte tenu des développements qu'on voit aujourd'hui. D'accord, je comprends. Donc vous anticipez 4% de croissance en France pour 2022. C'est raisonnable. Ça reste relativement raisonnable par rapport au potentiel de long terme qui se situe plutôt aux alentours entre 1,5 et 2. C'est toujours difficile à définir, plutôt vers les 1,5 même. Mais globalement, voilà, 2022 devrait être une année encore de croissance relativement rapide. Ok, très bien, super. Il nous reste un peu de temps. J'ai envie de vous entendre sur le marché immobilier chinois, Evergrande, et également donc un autre promoteur, Keisa, qui font face à des murs de dette extrêmement importants, à des risques de défaut de remboursement de leurs dettes quasiment avérés. Est-ce que ces problématiques financières pourraient avoir des répercussions sur les marchés financiers européens et français? Alors, en termes d'impact, de défaut potentiel, je ne pense pas, parce qu'on a aussi le gouvernement chinois qui est très au fait de ces problématiques, que sur Evergrande, c'est un problème on va dire latent, puisque ça fait 3 ans, qu'on regarde cette situation. Maintenant, c'est plus l'impact macroéconomique, parce que ça pèse sur l'ensemble des promoteurs immobiliers. On voit que ça crée un climat d'incertitude. On a vu que les ventes en rythme annuel étaient, au moment où on se parle, donc fin novembre, début décembre, en repli significatif par rapport à l'année précédente. Le bon côté des choses, c'est qu'on a vu que les autorités ont réagi avec une politique monétaire un tout petit peu plus accommodante et que sur certaines villes qui avaient subi des restrictions sur l'immobilier, il y a un relâchement. C'est par exemple le cas de Chengdu, donc c'était il y a une semaine ou une dizaine de jours. Donc ça veut dire aussi que le gouvernement chinois est là pour encadrer cette restructuration et verra, je pense, à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, donc en Chine bien entendu, mais aussi in fine à l'international. D'accord, super. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes donc chef économiste chez Market Securities. On marque une pause et je vous retrouve dans un instant avec le Flash Marché d'Admirals. A tout de suite sur TV Finance.